Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 129 du podcast Blue Mid Voice, un numéro spécial Podcaston 2026 où je reçois en interview Gaëlle Marguin pour parler des coulisses de l'association. Mais avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place dans votre travail ? Si la réponse est pas vraiment, ou si vous avez cette impression de tourner en rond sans trop savoir ce que vous pourriez faire d'autre, si vous rêvez secrètement de tout envoyer balader pour vous sentir alignée, utile et heureuse d'aller bosser le matin, alors j'ai quelque chose pour vous. Je propose des bilans de compétences pas comme les autres et du coaching pro avec structure, profondeur, mais surtout dans la bonne humeur. Résultat, vous vous connaissez mieux, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez du sens et vous construisez un projet pro qui vous ressemble vraiment. Et si vous ne savez pas par où commencer, le plus simple, c'est d'en parler ensemble. Vous trouverez toutes les informations et un lien pour me contacter dans la description de ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Je vous souhaite une belle écoute. Et si pour une fois, on parlait de ce qu'on ne voit jamais ? Parce que quand on pense association, on imagine souvent des bénévoles formidables, des projets qui font du bien, des sourires, de l'entraide. Et c'est vrai, hein. Mais derrière, il y a aussi un autre monde. Il y a ce monde des choix difficiles, des nuits blanches, des budgets à sécuriser, des noms qu'on déteste prononcer, et aussi une exigence énorme pour tenir dans la durée. Alors aujourd'hui, je participe au Podcaston 2026. Et c'est une édition très particulière pour moi parce que c'est la 3e année que je mets en lumière l'association Petit Cœur de Beurre. Petit Cœur de Beurre, c'est une association qui soutient les patients nés avec une cardiopathie congénitale, leurs familles, et qui agit aussi aux côtés des équipes soignantes et de la recherche. Et si je reviens chaque année, ce n'est pas un hasard, c'est aussi parce que dans ma vie, cette cause résonne profondément. Ma nièce a été opérée du cœur et je sais à quel point la présence des proches, l'accompagnement et les actions concrètes dans les hôpitaux peuvent tout changer. Cette année, je reçois à nouveau Gaëlle Marguin, la fondatrice de Petit Cœur de Beurre. Mais on ne va pas seulement parler de la cause de cette association. On va parler de son rôle, de son quotidien, comment elle passe d'une carrière d'avant à la direction d'une association nationale, comment on professionnalise, comment on finance, comment on tient émotionnellement et ce que ça demande vraiment. Parce que coup sur coup, j'ai eu 2 clients en reconversion, en bilan de compétences qui m'ont dit « Moi, je me verrais bien diriger une association ». Alors je me suis dit « Ok, on va faire un épisode utile, un épisode qui montre l'enthousiasme et l'envers du décor ». C'est exigeant, oui, mais vous allez le voir en écoutant Gaëlle. C'est aussi un rôle puissant, profondément humain et parfois même joyeux dans le sens le plus beau du terme. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Gaëlle. Bonjour Catherine. Écoute Gaëlle, merci beaucoup de te joindre à moi dans ce podcast spécial Podcaston. Donc on est en mars. Là, on l'enregistre en novembre, mais on est en mars et je participe au Podcaston pour la 3e année et donc j'invite ton association pour la 3e année pour mettre en lumière tout ce que vous faites comme action. Et donc ton association s'appelle Petit Cœur de Beurre. Donc je vais te laisser présenter cette association, mais on va commencer par toi. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors, donc, je m'appelle Gaëlle. J'ai, en mars 2026, 45 ans. J'habite en Île-de-France et je suis la maman Alors, on a eu 5 enfants avec mon mari, mais je suis la maman de 3 enfants, famille recomposée. Et je te dis ça parce que c'est le petit dernier, Balthazar, qui est né avec une malformation cardiaque. Et c'est ce qui a fait qu'on a créé avec mon mari l'association Petit Cœur de Beurre, donc qui soutient les patients et les familles de patients nés avec une cardiopathie congénitale. D'accord. Et donc, tu parles de soutien à ces patients. J'entends aussi le soutien aux familles, le soutien aux équipes soignantes. Est-ce que tu peux nous dire vraiment la mission au cœur de cette association et puis les actions phares que vous faites tout au long de l'année ?
Donc, la mission première, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients nés avec une cardiopathie congénitale. Ça, Petit Cœur de Beurre, depuis 11 ans, on a fêté nos 11 ans là. C'est vraiment le cœur de la mission. Et donc, pour ce faire, on a trois grandes thématiques qui sont soutenir les patients et leurs familles avec un réseau de bénévoles sur tout le territoire français qui va pouvoir faire de la paire aidance. On crée des outils d'information du patient pour pouvoir mieux informer le patient et mieux lui permettre d'adhérer au parcours de soins, d'éviter des ruptures de suivi, de mieux préparer un projet de grossesse, par exemple, quand on arrive à l'âge adulte. On travaille aussi sur des sujets de défense des droits des patients, par exemple sur les patients adultes qui ont des problèmes d'assurance de crédit immobilier, par exemple, d'assurance de prêt. Donc, on va essayer de faire changer les lois et on y arrive. Et puis après, on a tout un pendant qui est le soutien aux structures hospitalières avec des animations à l'hôpital, avec du financement de matériel dans les hôpitaux. Et puis, on a également toute une partie dédiée à la recherche médicale avec du soutien financier et ou une participation au projet de recherche, dans la construction du programme de recherche. Et tout un pan sur la sensibilisation aux cardiopathies congénitales pour mieux faire connaître la cause. Et donc, tu vois, là, très concrètement, pour aller plus dans le concret sur cette année, par exemple, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a lancé notre kit de guidance parentale, Mhm. qui est un kit dédié au sujet des troubles du neurodéveloppement de l'enfant avec cardiopathie congénitale, donc qui est disponible sur notre site internet. Et on a lancé aussi un autre projet qui concerne les montres connectées, qui n'est pas un dispositif médical, mais on achète des montres connectées grâce à des financeurs et on les offre à des structures hospitalières qui, elles, vont pouvoir les prêter aux patients pour pouvoir un peu mesurer son activité cardiaque au quotidien, soit quand on fait du sport ou pas. Et donc ça, c'est un projet, là, on a déjà financé beaucoup de montres sur l'année 2025. Et puis, par exemple, sur les projets de recherche, on a lancé là 3 programmes de recherche sur l'année 2025. Catamaran et Neuromem CHD, qui sont 2 projets liés aux troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Mhm. Et un autre projet, Oscar, qui est sur le CHU de Nantes et qui vise à évaluer la télésurveillance à domicile après une chirurgie. D'accord. Voilà, pour te donner quelques exemples très concrets. Et puis des projets encore à mener, hein, là par exemple sur l'activité financement de matériel. On a une structure hospitalière qui a accepté que les parents puissent dormir dans le service de réanimation. Ah, super. Et donc, on recherche, pour les accompagner dans ce feu vert, on recherche 20 000 euros pour financer 14 fauteuils-lits, des fauteuils qui se déplient en lit la nuit pour faire en sorte que les parents puissent rester auprès de leur enfant la nuit en réanimation de chirurgie cardiaque. Oui, oui, ça c'est vraiment important, hein. Je le vois avec ma nièce quand elle s'était fait opérer. Euh, alors c'était sur Lyon Oui. et, et bah, ma sœur et mon beau-frère se sont relayés très très souvent à ses côtés et c'était vraiment important bah, de garder le lien. Voilà. Donc, On sait que la présence du parent, ça a été prouvé scientifiquement, hein, la présence du parent, elle permet de mieux récupérer, d'avoir un enfant, surtout sur la partie cardiaque, hein, si tu regardes la saturation d'un enfant qui est en peau à peau, mhm. c'est pas la même qu'un enfant qui est tout seul dans son berceau, hein, sur un nourrisson. Alors, on va pas faire de peau à peau en période de réanimation, parce que l'enfant, il est pas forcément capable d'être en peau à peau. Mais néanmoins, la présence, on peut maintenir le lien on peut raconter des histoires à son enfant, on peut lui lire des histoires. Après, c'est important aussi que le parent, dans cette période de réanimation, il puisse aussi rentrer chez lui et recharger les batteries. Mhm. Mais en tout cas, voilà, le fauteuil, s'il est là, le fauteuil qui se déplie en lit, il est là, il existe. Si les parents veulent rester, ils pourront le faire demain. Oui, oui, c'est vraiment des super projets et je vais encore creuser après après l'enregistrement avec toi sur ce que tu viens de partager, toujours Avec pour ma nièce, voilà. Donc, donc oui, en fait, tu étais venue donc les 2 années précédentes. La première année, on avait ma sœur à tes côtés pour parler de voilà du syndrome charge qui touche ma nièce et qui touche voilà, vraiment le domaine des cardiopathies. Euh, L'année dernière, tu avais également une de tes bénévoles avec nous qui a pu, donc Mildred, qui a pu voilà, partager son expérience. Et donc cette année, j'ai eu envie en fait de t'avoir à mes côtés pour parler plus précisément de ton rôle.
de directrice d'association parce que, comme je te disais, en fait, j'ai eu coup sur coup deux clientes qui souhaitaient en fait s'investir dans ce rôle-là et pour pouvoir répondre à leurs questions et puis aux questions que d'autres personnes pourraient se poser dans une reconversion, je me suis dit que voilà, j'alliais en fait le podcaston à mes considérations professionnelles. Et donc voilà, c'est pour ça un petit peu qu'on va parler de ton rôle spécifique voilà, dans l'association. Donc toi, au niveau de ton histoire personnelle, ça a été le déclencheur pour créer l'association Petit Cœur de Beurre, mais tu avais une vie avant. Pour avoir été sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que donc, tu avais une belle carrière en communication. Et donc, euh, par rapport aux étapes de mise en place en fait de l'association, comment tu es passé de l'idée de créer l'association au passage à la direction générale de cette association qui a quand même une envergure nationale? Ça a été quoi ces grandes étapes? Alors, la première étape, évidemment, c'était la genèse de l'association, c'est sa création. Mhm. C'est-à-dire que nous, quand on a créé l'association Petit Cœur de Beurre avec mon mari, on l'a créée sans grande ambition. Nous, notre enfant a été opéré à l'hôpital Necker Enfant Malade, il avait 7 jours de vie. Et on a vécu une période d'hospitalisation très forte, hein, très intense, mais on se sentait très redevable des équipes médicales, paramédicales. On avait envie d'aider. On avait envie de tendre la main aux autres, aux patients, aux familles de patients qu'on avait rencontrés, mais aussi aux professionnels de santé. Et donc, on a créé cette association à la base juste pour aider l'hôpital Necker Enfants Malades, le service de cardiologie pédiatrique. Et en fait, il y avait une vraie attente des professionnels de santé, des patients et des familles de patients. Et donc, on était embarqués et l'association a très vite grandi. Et ça, c'est la magie de l'associatif. C'est-à-dire que on l'a créée avec Jean-Charles, et je remercie mon mari d'avoir dit un jour, écoute, on va créer cette association après tout, parce que juridiquement, c'est très facile de créer une association. Et en fait, on s'est laissé embarquer par la communauté qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi. Et c'est ça qui est super dans la communauté. L'association, elle appartient à sa communauté. Nous, on l'a fondée avec Jean-Charles, mais l'association, elle ne nous appartient plus. Elle appartient à l'ensemble de la communauté de l'association. Et donc, comment on arrive après à ce poste de directrice générale? Donc, moi, j'ai été bénévole pendant... donc, on a créé l'association en novembre 2014. Et je suis devenue salariée en juin 2017. D'accord. Durant tout ce temps-là, évidemment, j'étais bénévole de l'association. J'étais en congé de présence parentale, ce qui m'a quand même permis d'avoir du temps aussi pour développer l'association en ayant mon fils à la maison. Et puis après, mon fils a pu aller dans une structure, un type de crèche, et donc j'avais aussi du temps pour développer encore l'association. Et puis à un moment donné, il a fallu que je retourne travailler pour gagner ma vie quand même. Mhm. Et à ce stade de l'association, en fait, on était arrivé à un stade où on avait levé beaucoup d'argent, notamment grâce aux événements, aux actions solidaires. Et cet argent-là, il fallait qu'on puisse monter des projets, puisqu'on avait des projets à financer grâce à ça. Sauf que pour monter ces projets, on s'est rendu compte que, on avait besoin de temps humain pour monter ces projets et que si jamais je retournais travailler, l'association n'était pas encore suffisamment stable et pérenne pour pouvoir assurer l'avancée des projets. C'est à cette période, oui, effectivement, en 2017, qu'on s'est dit, OK, l'association, elle est capable financièrement de supporter la création de 2 postes salariés. Donc, on a recruté une directrice des opérations, qui était une ancienne bénévole enfin, une bénévole de l'association, et on a dit, ouais, cette bénévole est super, et on va lui proposer un poste de directrice opérationnelle pour qu'elle elle maille le territoire, c'est-à-dire que ce qu'elle fait sur la région toulousaine, Marie, bah, en fait, on veut qu'il y ait la même chose sur toute la France. Parce que le modèle que tu as mis en place en Occitanie, il faut l'essaimer partout en France. Et en même temps, on a créé mon poste. Donc moi, je suis sortie du bureau de l'association, hein, puisqu'on ne peut pas être et au bureau de Oui. l'association et salarié. Donc je suis sortie du bureau de l'association. Je suis devenue directrice générale salariée. Et financièrement, comme j'avais eu un congé de présence parentale et après j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon employeur, Mhm. donc j'étais éligible à un contrat aidé. Et D'accord. donc j'ai bénéficié d'un contrat aidé. Donc enfin l'association a bénéficié d'un contrat aidé pour me recruter. Et donc a bénéficié d'une aide de l'État durant 2 ans. Mhm. Sur une partie du salaire, hein. Alors, ça n'existe plus maintenant, les contrats aidés. C'est dommage pour les associations hein, qui bénéficiaient de ce type de dispositif.
Et donc, ça a permis en partie de financer les premiers salaires. Donc voilà, où est-ce qu'on en est arrivé? J'ai envie de te dire que je suis arrivée en tant que directrice générale un peu par défaut. Et aussi, je vais quand même te raconter un truc. Pourquoi moi j'ai accepté? Parce que c'était un choix difficile aussi pour moi de se dire, OK, est-ce que je, de je quitter. change de métier et je Mhm. deviens directrice d'une association? C'est qu'à l'époque, on commençait à mesurer le sujet des troubles du neurodéveloppement de l'enfant. D'accord. On avait mis en place, on avait conscience de ce sujet-là et à l'époque en France, c'était complètement tabou. On ne voulait pas en parler. Les professionnels de santé n'en parlaient pas, alors que ailleurs à l'étranger, on en parlait. Et en Mhm. France, on n'en parlait pas. Et je me suis dit, si jamais je retourne travailler dans un autre univers, ce sujet-là, il va rester complètement en suspens en France. Et je me suis sentie investie d'une mission en me disant, mais je peux pas. Si je fais ça, c'est contre nature de me dire que ça va pas avancer, quoi. C'est pour nos enfants de demain, on peut pas laisser les choses comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai quand même une satisfaction, tu vois, quelques années plus tard, de me dire que maintenant, le sujet des troubles du neurodéveloppement, il est pris en charge en France, et notamment parce qu'on a fait ce choix-là de se dire, OK, on y va, on professionnalise l'association en créant les premiers postes. Oui, oui. J'entends en fait le côté métier professionnel, Oui, mais j'entends oui, voilà cette mission qui était là et qui oui. t'a amené à dire j'y vais quand même. Oui, je pouvais pas. En fait, je me suis dit, si jamais je m'en vais maintenant, enfin, si jamais je m'en vais de l'association, parce que ça tenait quand même beaucoup entre mes mains, Mhm. si jamais je m'en vais maintenant, l'association, elle va rester à ce stade. Et moi, si je reprends une activité professionnelle à temps plein, je ne pourrais pas faire autant de choses et on a besoin de ça. Si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et c'est en ça que les associations dans la santé ont une mission de participation aux politiques de santé publique. Et c'est là où je dis attention à l'État. Aujourd'hui, le système des associations est beaucoup mis à mal par le contexte politico-économique, mais les associations, notamment dans la santé, ont un rôle qui est primordial. C'est pas juste des associations qui font de la paix et danse. On a un rôle Mhm. qui est primordial dans la prise en charge. Et si je n'avais pas fait ce choix-là, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça aurait pris plus de temps, j'imagine. Peut-être qu'on y serait dans quelques années, mais en tout cas, on a quand même favorisé la prise en charge de nos enfants sur le sujet des troubles du neurodéveloppement. Oui, oui, oui. Ah, disons qu'en fait vous avez une vraie connaissance du terrain, Oui. vous faites remonter et puis ben, vous fédérez aussi toute cette communauté-là. C'est un petit peu comme si on a une ampoule, bah, elle diffuse comme ça, alors que si on resserre le faisceau, ben on finit par avoir un laser et ça remonte beaucoup plus vite. Tout à fait, tout à Donc, fait. donc oui, oui, oui. Donc te voilà à ce moment-là directrice générale Oui. euh, dans ce poste créé de toutes pièces. Quelles compétences de ta vie d'avant euh, t'ont vraiment servi dans cette transition? Bah, évidemment, j'étais dans la communication auparavant, donc j'avais quand même cette compétence de communication. Et puis l'association, c'est une communauté. Donc mon mari, qui est toujours le président de l'association, lui était directeur commercial. Donc entre lui, ses compétences commerciales et moi, mes compétences en communication, on avait quand même deux points forts pour créer l'association. Mais au-delà vraiment des compétences de ce type-là, je pense que la grande compétence, c'est de pouvoir s'adapter parce que dans l'associatif, on est toujours de briques et de broc, surtout quand on démarre, on est toujours dans l'artisanal, donc la capacité de s'adapter à un nouvel univers, à des nouveaux fonctionnements. Une association de loi 1901, c'est pas du tout le fonctionnement d'une entreprise, on est sur une activité non lucrative. C'est pas le même contexte administratif, juridique, fiscal. Ouais, je pense que c'est quand même la capacité d'adaptation qui a été la compétence la plus, la plus essentielle pour créer l'association. Et puis après, je me forme tout le temps, hein, aujourd'hui encore. J'allais t'en parler en fait, voilà. Parce qu'en fait, tu viens de me parler de compétences qui ont dû être acquises, voilà. Donc tu es en formation régulièrement, c'est comment en fait? Alors, j'ai dû déjà, première chose, me former un petit peu sur la santé. Alors là, il n'y a pas de formation spécifique sur les cardiopathies congénitales, hormis si j'avais fait un DU de cardiologie Hmm. pédiatrique congénitale, mais ce n'était pas l'objectif. Donc, quand j'avais des médecins qui me parlaient, au début, je ne comprenais rien, hein.
Donc ça, c'est une formation continue. C'est-à-dire que ça fait 11 ans aujourd'hui qu'à force d'aller sur les congrès, à force d'écouter les médecins, on comprend mieux, on comprend les problématiques. Moi, j'étais dans un univers littéraire auparavant, hein. Mm. J'ai fait des études de théâtre, j'ai travaillé dans la communication, donc moi, j'étais passionnée par le littéraire. Mais alors, tout ce qui était scientifique, c'était pas du tout mon sujet. Tout ce qui était comptable, j'y étais pas du tout. Donc, autant te dire que quand il fallait lire un bilan comptable, faire un bilan comptable, je ne comprenais pas. Donc, l'essentiel, à mon sens, dans une association, c'est aussi de savoir bien s'entourer. Je suis montée en compétence effectivement sur des sujets de comptabilité, néanmoins, je maîtrise pas tout et c'est important de pouvoir s'appuyer sur des bonnes personnes. Donc, dans une association, il y a une trésorière, il y Mhm. a des bénévoles qui peuvent connaître la comptabilité, il y a une trésorière et puis il y a un expert comptable, il y a un commissaire aux comptes. Donc, il faut ça aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Mais oui, j'ai dû me former sur aussi des sujets plus généraux. Par exemple, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire de démocratie en santé à Mhm. l'Université des patients pendant un an. Donc ça, c'était une expérience très riche sur le sujet plus général de la démocratie en santé, du partenariat en santé. Et puis, j'ai appris sur des sujets RH aussi, sur des sujets juridiques. Et ça, c'est de la veille aussi, hein. J'ai fait une formation aussi de patient partenaire formateur pour pouvoir intervenir pour former les professionnels de santé. Donc en fait, c'est très complet. C'est une structure associative. Quand on la dirige, il faut savoir tout maîtriser, mais on ne peut pas tout maîtriser. Donc encore une fois, je redis, il faut savoir bien s'entourer. Oui, oui, tu te transformes pas en Shiva, mais presque. Mais en plus, voilà, tu mets en place une équipe sur laquelle tu peux te reposer euh, pour tout gérer et puis pour être sûr d'être dans, pas le contrôle, la maîtrise. Exactement, tu as raison, c'est exactement ça, c'est la maîtrise. Ouais. Parce que l'engagement, ça suffit pas. Mm. Sans compétence, les plus belles causes, elles restent au point mort. Oui, 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 tu peux avoir une bonne motivation, bah, si tu, c'est pas brasser du vent, mais voilà, il faut quand même être un petit peu focus sur les bonnes compétences. Oui, oui, oui. Exactement, exactement. Mm. Et en fait, quand on parle d'associatif, alors il y a des petites associations, j'en fais partie, voilà, avec Code d'empathie, mais on est loin en fait du côté financier. Là, tu nous as partagé que vous aviez créé 2 postes en même temps. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut en vivre? Alors, ça dépend ce que tu appelles par est-ce qu'on peut en vivre? On peut devenir salarié d'une association. Est-ce que ta question, c'est est-ce qu'on peut bien en vivre? Alors, bien Déjà en en vivre, vivre et puis après bien en vivre. Voilà, on oui, va le c'est faire ça. en 2 stades. Alors, est-ce qu'on peut en vivre? Oui, parce qu'il y a des salariés, il y a des structures associatives comme la nôtre qui ont des salariés. Mhm. Déjà, je dirais que l'avantage de travailler dans une association en tant que salarié, c'est déjà évidemment le sens. Euh, Enfin, évidemment, quand tu vois ce que tu fais, quand tu vois l'impact que tu peux avoir, hein, surtout dans une structure associative comme la nôtre, on a aujourd'hui 8 salariés, ce qui est beaucoup, hein, d'avoir 8 salariés. Donc, on a des temps partiels, on a des contrats d'apprentissage, par exemple, donc on a des contrats un peu précaires, mais on avait des contrats aidés, mais on n'en a plus. Mais on peut vivre, tu vois, on a 8 salariés qui vivent grâce à l'association. Après, je pense que quand tu veux commencer à en vivre, et c'est-à-dire quand tu as une structure qui est sans salarié et que tu veux passer au salariat, il faut mesurer que ça va prendre du temps avant de tout de suite créer les premiers postes parce que tu as besoin de te former, de te professionnaliser. Ça, c'est important parce que tu peux pas dire les dons que tu vas collecter vont me permettre juste moi de me former. Mhm. On ne Oui. serait pas dans la mission sociale. Donc d'abord, il y a tout un temps de bénévolat. Moi, ça a duré 2 ans et demi, hein, ce temps de bénévolat où je me suis formée, j'ai appris le contexte, je suis montée en compétences. Et puis, bah, il y a toute la partie où il faut créer un projet. On construit le projet, on construit une crédibilité, on construit un modèle économique. Et en fait, le vrai salaire, il intervient que quand la structure, elle a atteint une stabilité. Donc, pour que ça ne mette pas en péril l'activité de l'association. Donc, et je pense que nous, c'est justement à ce moment-là que l'association, elle s'est professionnalisée. C'est au moment où on a commencé à créer les 2 premiers postes. On a commencé avant, mais c'est vraiment là où ça s'est professionnalisé. Le fait d'avoir des gens qui sont... Tu vois, si je veux aujourd'hui faire un rendez-vous avec un médecin,
Mhm. J'en fais régulièrement toute la journée. Je ne vais pas lui dire, bah non, moi je suis disponible qu'à partir de 21 h quand mes enfants sont couchés ou le samedi, tu vois. Donc il faut quand même avoir des gens qui soient disponibles en semaine sur les temps où les mécènes ou les professionnels de santé ou les patients peuvent avoir besoin de nous. Donc voilà, est-ce qu'on peut en vivre? Oui. Et après, je dirais attention, est-ce qu'on peut bien en vivre si on veut gagner son argent dans l'entrepreneuriat social? Mhm. Je pense que c'est pas là où tu vas gagner le plus d'argent parce que si je fais le ratio entre le nombre d'heures que je donne et le salaire que j'ai, je pense que je pleure. Je n'ai jamais fait l'exercice. Mais, et puis tu vois, moi au début, tu vois, petite anecdote, quand je suis devenue salariée en 2017, évidemment, quand le bureau décide, le nouveau bureau décide du recrutement des salariés, des deux salariés, euh, moi je me dis, ok, moi je prends un poste SMIC, ok. Donc Mhm. je fais une croix sur la stabilité financière que j'avais précédemment, parce que je n'étais pas rémunérée au SMIC précédemment. Et pour la petite histoire, quand on a fait toutes les démarches, c'était notre convention collective en fait qui disait non, tu ne peux pas être en tant que directrice générale, tu ne peux pas être rémunérée au SMIC. D'accord. C'était obligatoirement un petit peu plus, c'est pas énorme, hein, mais on a dû remodifier le contrat de travail parce que c'était un petit peu plus que le SMIC. Euh, donc aujourd'hui, depuis 2017, je ne suis plus rémunérée au SMIC, mais en tout cas, c'est long pour pouvoir construire toute cette stabilité, le projet associatif, pour pouvoir être certain que le poste en question, il est bien justifié. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vraiment construire ces projets avant de pouvoir se lancer dans un contrat de travail. Mhm. Oui, oui, oui. En fait, ce que tu me partages, j'entends le côté je donne une structure pour accueillir ces salariés, je donne une sorte de vision à long terme pour dire je vais rendre les choses pérennes et Oui, puis la stabilité qui va en découler viendra de, aussi tu l'as dit, la crédibilité, le fait oui. d'être disponible pour échanger avec les différents partenaires. Et de cette crédibilité-là, bah, c'est un cercle vertueux puisque tu vas vers la stabilité et puis le fait que tu puisses plus facilement rayonner auprès bah, des partenaires et puis des différents mécènes. C'est un investissement, c'est un choix, et c'est un choix qui est difficile hein, quand on a créé les premiers postes. Enfin, moi, ça m'a fait très peur. Hein. J'ai pas dormi plusieurs nuits avant la création des premiers. Alors, moi, j'avais pas de difficulté sur mon poste. Je me suis dit, bon, ok, Gaëlle, de toute façon, là, aujourd'hui, tu n'as pas d'emploi, parce que j'étais en rupture conventionnelle précédemment, donc j'avais pas d'emploi. Donc, 6 mois avant la création du poste, je me suis dit, bon, soit tu retournes travailler tu vas gagner ta vie, et puis voilà, hein, c'est classique, entre guillemets. Soit tu prends ce poste-là, et en plus, tu embarques une autre personne, puisqu'il y avait deux créations de postes. Alors moi, je me suis dit, bon, 6 mois, ça marche pas, et que dans un an, l'association, ça marche pas, et que finalement, il faut licencier, c'est pas grave, ça ne me C'est concerne pas que toi. moi. Et par contre, quand il a fallu prendre la décision pour l'autre salariée, Marie, qui elle était infirmière, j'en ai pas dormi parce que je me suis dit, oh là là, j'ai la responsabilité de recruter une salariée et qui peut-être demain, on ne pourra pas continuer de la payer dans un an, dans 2 ans. Donc, et elle a été hyper chouette, Marie, parce qu'elle m'a dit, écoute, je suis infirmière, donc si jamais ça marche pas, bah, tant pis, je redeviendrai infirmière aujourd'hui, hein. Encore plus qu'en 2017, on manque cruellement d'infirmières. Donc, Oui, oui, oui. En fait, je pense que les personnes qui entendent parler des différentes associations ne se rendent pas forcément compte de toute la pression, le stress qui tourne autour de vous qui maintenez en fait ces associations pérennes dans le temps. Et, euh, et on en parlait en off, mais étant donné qu'on parle de la sphère financière, là, en fait, au niveau des financements, tu parlais du contrat aidé, et ensuite, une fois que le contrat, ben, c'est au bout de 2 ans, hein, c'est ça que le contrat n'est plus aidé. À ce moment-là, en fait, les sources de financement, elles sont de quel type pour pérenniser en fait vos postes?
Alors aujourd'hui, nous, sur le modèle Petit Cœur de Beurre, on a un modèle économique qui est assez stable dans le sens où on n'a pas une seule source de financement. Mhm. Et ça fait partie tu vois, de l'enjeu stratégique. Quand tu parles de pression, bah, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de m'assurer que la stratégie économique, le modèle économique de l'association, il est stable. Si aujourd'hui, on n'avait que deux entreprises qui nous finançaient, t'en perds une, tu mets en péril complètement l'association. Donc, effectivement, ça nécessite d'avoir différentes sources de financement. Nous n'avons pas de financement public ou très peu. Enfin, tu vois, par exemple, les contrats aidés, on avait une aide de l'État. Donc ça, c'est du Mhm. financement public. Mais finalement, très peu par rapport à d'autres associations qui pourraient, elles, notamment en ce moment, être en difficulté parce que manque de subventions publiques, baisse des subventions publiques pour les associations. Donc nous, on a un modèle économique où on a des financements d'entreprises, du mécénat d'entreprise. On a des dons de particuliers. Et on a des dons d'associations, puisqu'on a aussi plein d'associations qui mènent des actions solidaires au profit de Petit Cœur de Beurre. Donc finalement, on a des modes de financement qui sont assez divers et variés. Et surtout, ce qu'on a compris et ce qui est important, c'est que nous, dans notre stratégie de communication et de levée de fonds, ce qu'on essaye de faire toujours, et ce qu'on ne peut pas toujours le faire, mais c'est d'avoir un projet. Et ce projet-là, il est très concret. Et on va aller chercher de l'argent pour ce projet-là. D'accord. Donc, quand on fait un don de 20 euros à Petit Cœur de Beurre, c'est difficile de dire ces 20 euros-là, ils vont servir à ça, parce que les 20 euros vont servir à une poche qui va compléter et qui va permettre le financement d'un projet plus global. Mais par exemple, tu vois, là à Lyon, puisque tu es concerné par la structure des Lyons, là bah, le prestataire doit être en train de travailler dessus actuellement. On est en train de décorer le bloc opératoire. Et donc, on a obtenu des financements de structures d'entreprises de la région lyonnaise qui nous ont donné des enveloppes de 10 000 euros, 15 000 euros pour financer toute la décoration du bloc opératoire. Donc ça, c'est très concret. Et ce qu'on va demander aux entreprises souvent, c'est que, et ça a été, dès le début, on l'a pensé, on s'est dit, en fait, de financer un projet, par exemple, tu vois, quand on finance des ateliers bien-être. À Lyon aussi, on a des ateliers bien-être pour les soignants. Pour les soignants et pour les familles. Les deux, les soignants et les familles, les parents de patients. Admettons, je n'ai pas les chiffres en tête, mais à peu près, tu vois, sur une année, ça va nous coûter 12 000 euros. Mhm. 12 000 euros uniquement de factures de thérapeutes qui vont venir faire des prestations régulièrement à l'hôpital pour masser les parents et les soignants. Mais en plus de ces 12 000 euros, nous, il va falloir qu'on travaille. C'est-à-dire que c'est pas juste on paye une facture. Il faut aussi évaluer l'impact. Donc, il y a des questionnaires de satisfaction. Nous, il faut qu'on épluche tout ça. Il faut qu'on sélectionne la thérapeute. Il faut qu'on la paye. Il faut qu'on fasse des tableaux récapitulatifs pour qu'on va transmettre aux mécènes. Donc, en fait, on a un temps de travail qui doit être inclus dans le budget du projet. Oui. Donc, finalement, c'est pas juste 12 000 euros de facture de thérapeute. Ça va être peut-être 14 000 euros parce que, bah, il y aura 2 000 euros qui vont être dédiés à ce qu'on appelle la gestion de projet. Mhm. Donc, il y a des projets qui nécessitent plus ou moins de gestion de projet, de temps humain. Financer du matériel, financer un atelier bien-être, c'est pas beaucoup de temps humain. Mais quand on construit, par exemple, le kit de guidance parentale, Mhm. qu'on a construit, qui est un outil avec une petite roue du développement, avec un livret de 90 pages, il me semble. Tout ça, c'est du contenu. Donc ça, il a fallu aussi que nous, on travaille en coordination avec des orthophonistes, des cardiopédiatres, des neuropsychologues, des psychomotriciennes, faire des réunions de travail avec des patients aussi, des parents qui vont aussi témoigner. Donc tout ça, toute cette coordination de travail, c'est du temps humain qui est assez conséquent. Ah oui. Et donc, c'est nécessaire quand tu construis ton budget prévisionnel de ton projet d'intégrer aussi le temps humain et de mesurer le temps humain que ça va te nécessiter. Et donc, et ça, c'est vrai que certaines entreprises ont du mal à le comprendre parce qu'elles considèrent que c'est une association. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui disent non, on ne finance pas de salaire. Bah oui, mais sans salaire, Mhm. le projet, il ne peut pas avancer, quoi. Il ne peut pas se mettre en place. Donc, voilà, on essaye de toujours essayer de convaincre. Il y a certaines entreprises qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas le jeu. Mais voilà, je me suis un petit peu égarée, peut-être, Catherine. Non, 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 tu J'avais parles des pas sources de financement, donc Oui. voilà, Oui. on est dessus, oui, oui, oui. Mm. Et, euh, et donc en fait, moi j'avais une question que je t'ai posée en off, mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Le fait
de toujours aller vers de nouveaux mécènes, de nouvelles entreprises, et puis avec cette notion plus à court terme, hein, tu le disais que c'était plus compliqué en ce moment. Il y a cette notion peut-être de manque entre guillemets qui peut rester et parfois peut-être plomber un peu l'ambiance ou créer des frustrations. Comment c'est de votre côté au niveau du fonctionnement annuel? Tu me parlais des investissements pluriannuels et que c'était beaucoup plus compliqué actuellement. Comment c'est pour vous actuellement? Alors, financer un projet ponctuel, Mhm. c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est le plus facile. Tu vois, par exemple, je te donnais l'exemple tout à l'heure des fauteuils lits accompagnants. Oui. Aujourd'hui, si j'ai 1000, je crois qu'un fauteuil lit, c'est aux alentours de 1 400 euros. Si j'ai 1 400 euros, je peux acheter le fauteuil lit accompagnant. Si j'en veux 14, il me faut à peu près 20 000 euros pour financer les 14 fauteuils lits accompagnants pour l'hôpital en question. Ça, c'est un peu facile en fait. Dès lors où on a la somme pour un fauteuil, on peut acheter le fauteuil. Par contre, quand on est sur des projets qui sont plus longs et on sait que ça va prendre du temps, par exemple le sujet des troubles du neurodéveloppement, on y travaille depuis 2017. Mhm. Et tu vois là, aujourd'hui en 2025, on a sorti, donc on a mis de 2017 à 2025 pour sortir ce kit de guidance parentale. Tu vois le temps que ça a pris. Donc là, on est sur des projets qui sont plus longs. Et ça, effectivement, c'est compliqué de trouver, d'autant plus aujourd'hui, des financements pour des projets de longue durée. Parce qu'on est dans un contexte politico-économique qui fait que les entreprises, notamment, ou même l'État, ne veut pas financer, enfin, freine à financer des projets pluriannuels parce que bah, ils ne sont pas certains de ce que sera fait demain. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ça nécessite pour nous de pouvoir bah, avoir une vraie stratégie à au moins 3 ans pour s'assurer que on va y aller, on va pas y aller. Puis alors des fois, tu vois, on va avoir envie de travailler sur un projet l'année suivante. Et puis en cours d'année, on va se dire, OK, ce sera pas cette année, parce qu'on sait que il va falloir il y a un projet qui est lancé et qui n'a pas obtenu tous les financements cette année, alors que l'année dernière, on avait réussi à avoir plein de financements. Donc il va falloir apporter plus de financement cette année sur ce projet-là pour le finaliser. Mhm. Et donc ce projet-là, l'autre projet, on va devoir le décaler à l'année suivante. Et D'accord. ça, d'ailleurs, c'est très difficile de dire non à un projet. Oui, bah oui. Ça, c'est, tu vois, une des difficultés que on rencontre au sein de l'association, c'est de pouvoir dire non à un projet. Par exemple, j'ai un médecin de Lille, un cardiopédiatre, qui, il y a quelques années, nous a parlé des PAI à l'école. On en a Mhm. parlé tout à l'heure en off, Oui. Catherine. Et donc, il nous en a parlé il y a quelques années. Et à l'époque, on lui a dit, écoute, on n'aura pas le temps de travailler avec l'éducation nationale parce que ça prend du temps. Là, encore une fois, j'ai pas de facture à payer hein, pour. Il faut juste que tu Oui. donnes l'acronyme pour Ah, le pardon, PAI. le PAI, le plan Oui. d'accueil individualisé. Merci. Je t'en prie. Donc, quand un enfant est scolarisé, il peut avoir besoin de la mise en place d'un plan d'accueil individualisé, un PAI à l'école. Et donc, bah là, c'est les participations aux politiques de santé publique hein, où on intervient. Et donc ça, bah, j'ai pas de facture à payer. Hein. C'est vraiment du travail de coordination entre les. Il faut monter un groupe de travail avec des cardiopédiatres de la Société Savante pour qu'il y ait consensus sur les contenus du plan d'accueil individualisé standardisé. Il faut travailler avec l'éducation nationale, faire des rendez-vous de travail. Il faut travailler avec des patients, des parents de patients pour essayer de comprendre les problématiques et s'assurer que ça répond bien aux problématiques. Et donc tout ça, on s'est dit il y a 2 ans, on n'a pas la pente passante et on n'a pas les financements parce que il faut le financer, ça. C'est nous qui allons le faire sur du poste de salarié et donc bah, il faut le financer. Et donc on n'aura pas les financements pour. Et donc là, tu vois, on commence à travailler sur les PAI à l'éducation nationale seulement 2 ans plus tard. On a dû dire non il y a 2 ans en lui disant, écoute, c'est super, tu as raison. Et c'est hyper frustrant de devoir dire non. Mais raisonnablement, on ne pourra pas le faire. Et si on le fait, on va mal le faire. Donc on préfère attendre et le faire bien. Oui, Et oui, ça y est, on y va. c'est chouette. Et à suivre aussi pour ma nièce. Euh, et là, en fait, Exactement. et j'ai une question qui vient d'arriver. Euh, Par rapport au financement, là, alors, tu vas me corriger si je me trompe, ce sont des financements nationaux.
Mais est-ce que tu pourrais, enfin, est-ce que vous pourriez avoir des financements, alors je sais pas, hein, de l'Europe ou de l'OMS? Ou comment est-ce que ce serait possible ça? Oui, exactement. Alors, en plus, alors, tu vois, tu n'es même pas au courant, mais c'est en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un projet de recherche sur lequel on travaille, qui est un dispositif médical qui va permettre à certains patients. Aujourd'hui, on a certains patients qui n'ont pas de solution thérapeutique. C'est-à-dire que soit ils sont greffés, Mhm. euh, et s'ils ne sont pas éligibles à la greffe, malheureusement, il n'y a pas de solution thérapeutique. Donc, c'est des patients qui vont avoir une espérance de vie moindre et qui n'ont pas de solution aujourd'hui. Et on travaille avec une start-up qui crée un dispositif médical qui permettrait une solution thérapeutique. D'accord. Et c'est une start-up, et donc bah, la majorité de leur structure, c'est de la recherche et développement, hein. Et on travaille avec eux et on est en train de répondre à un appel à projet européen sur des dispositifs médicaux de maladies rares. Donc il y a des Mhm. financements européens sur des créations de dispositifs médicaux dédiés aux maladies rares. Et donc, on a répondu à l'appel à projet là, il y a quelques mois. Et si le podcast est diffusé en mars 2026, normalement, en mars 2026, on aura eu la réponse pour savoir si oui ou non on a ce financement européen qui sera dédié à ce projet. Donc, grâce à cette enveloppe, quand on a répondu à l'appel à projet, tu vois, on a dit, bah voilà, nous, on aurait besoin de tant d'argent et cet argent, voilà à quoi il va servir. Et l'Europe, je peux te garantir qu'ils vont nous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de justificatifs. Et Mhm. il va falloir justifier de tout, de ce qu'on a fait, des livrables, du temps humain qu'on a passé dessus. Et donc là, on travaillerait avec différents pays à l'international. Oui, avec la portée qu'on entend derrière, de pouvoir essayer de rayonner peut-être avec d'autres associations, d'autres pays. Enfin, je ne sais pas quels sont les Oui, modèles économiques qu'il y a dans les autres pays, mais peut-être en créant des alliances pour montrer ce que vous faites en oui, France et puis ce qui pourrait être transposable ailleurs. tout à fait. Alors, on le fait déjà, hein, enfin, sans parler de la partie financière, hein, Mhm. parce qu'on n'a pas toujours besoin d'argent pour travailler avec l'international, mais on appartient à une alliance qui s'appelle Guardheart, qui est en fait, comme on est dans les maladies rares, en France, on a des filières de santé maladies rares. Et en Europe, on a des équivalents. Donc en France, c'est Cardiogène, notre filière de santé maladies rares. Et en Europe, c'est Guardart. Mhm. Et donc il y a un European Reference Network, ERN, Guardart. Et dans chaque ERN, il y a des IPAC, donc c'est des représentants de patients. Et donc, je D'accord. suis déjà en contact avec plein d'associations en Europe qui Ok. traitent des cardiopathies congénitales. Et tu vois, là, en début d'année, on était conviés à Rotterdam. Donc, c'est financé par l'Europe, hein, là encore une fois. Donc, billet de train financé par l'Europe pour aller à Rotterdam pour échanger sur l'activité physique des patients avec cardiopathie congénitale et des bonnes pratiques en Europe. Et ce qui nous permet de sortir un petit peu de nous, notre France, avec bien sûr des spécificités. En France, on a des enseignants en activité physique adaptée qui sont apparus il y a quelques années, alors qu'en Allemagne, ça n'existe pas. Par exemple, ce sont des kinésithérapeutes qui vont faire cette activité-là d'activité physique adaptée. Et donc, c'est hyper riche de pouvoir échanger avec d'autres pays pour comprendre les bonnes pratiques, savoir ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et ça, c'est financé par l'Europe, tu vois. Donc, alors, ça n'arrive pas. Tu vois, le billet de train, ils prennent en charge notre billet de train. Donc, on n'a pas, nous, d'argent aujourd'hui donné par cette structure-là. Mais en tout cas, c'est eux qui financent toute cette activité sur l'international. Oui, oui, puis le fait de rencontrer des personnes, il y a le moyen de s'inspirer, le moyen d'inspirer aussi. Enfin voilà, ça, c'est hyper riche par rapport à ce brassage en fait intellectuel. Tout à Et fait. donc là, on a vu la partie un petit peu financement. Euh, tu parlais en fait des associations de santé. Mm. Euh, Qu'est-ce qui est spécifique au secteur de la santé par rapport à d'autres associations? Alors, déjà, je pense que la particularité du secteur de la santé, c'est qu'on est sur un sujet délicat. On est sur la santé, ça nous touche tous en Mhm. fait. On est tous potentiellement à un moment de sa vie, soit ou son entourage concerné par des sujets de santé. Et tu vois, moi aujourd'hui, j'ai créé cette association parce que j'étais concernée par mon fils. Et souvent, quand on est sur des maladies spécifiques, souvent la création de l'association, elle est venue du terrain, elle est venue des gens qui étaient concernés, qui se sont dit, il faut qu'on s'allie pour travailler sur ce sujet-là.
Néanmoins, au quotidien, c'est compliqué parce que nous, dans la santé sur les cardiopathies congénitales, au quotidien, on a affaire à des situations qui sont très complexes, qui sont des histoires de vie qui sont très difficiles. Ce qui veut dire que si on a quelqu'un, un bénéficiaire qui nous appelle au bureau à 17 heures, on va pas lui dire non, j'ai terminé ma journée de travail, madame. Rappelez demain. Euh, et puis, bah, ça nécessite aussi, tu vois, de s'assurer qu'on a bien la structure en termes d'impact émotionnel, on a bien la structure pour. Je vais te donner un exemple tout bête. Une fois, on a accueilli une stagiaire au sein du bureau qui venait de faire un stage en communication pendant 2 mois et elle était à côté du téléphone fixe du bureau. Mhm. Et le téléphone sonne, donc elle prend le téléphone pour répondre. Elle dit oui, ma petit cœur de beurre, bonjour. Et là, elle a une maman au téléphone qui venait de perdre son enfant. Et elle est devenue blême, la pauvre. Enfin, évidemment, la maman, la pauvre en premier, mais cette stagiaire qui avait 19 ans, elle s'est pris ça de plein fouet. Donc, bon, on a repris le téléphone, mais on a dû, après, échanger avec cette jeune stagiaire parce qu'elle s'est pris ça de plein fouet. Donc, on est sur un secteur d'activité où on est sur des histoires de vie qui sont très impactantes. Donc, s'assurer qu'on a la bonne structure. Donc, on a des psychologues, par exemple, grâce à notre filière de santé cardiogène, on a des psychologues. On a 3 psychologues à notre disposition pour travailler sur ça. Et puis on échange aussi entre nous, on fait des analyses de pratique, on accompagne nos bénévoles, on forme nos bénévoles. On ne peut pas envoyer n'importe qui à l'hôpital, faire des visites à l'hôpital. Donc, on les forme en continu, au démarrage, mais aussi en continu. Et ça, c'est hyper important. Après, l'univers de la santé, c'est pour moi un vrai terrain de jeu. Tu vois, je te disais au début de notre discussion, moi je suis littéraire à la base, je suis pas scientifique, mais néanmoins c'est un vrai terrain de jeu parce que en France, on est aujourd'hui dans la santé quand même sur une nouvelle phase, c'est-à-dire que auparavant, la santé, c'était les professionnels de santé, les médecins soignent pour les patients. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un concept de partenariat en santé où on va pouvoir faire avec les patients. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ce serait inconcevable pour un professionnel de cardiologie pédiatrique et congénitale de faire un document sans les patients, de créer une fiche d'information sur un sujet sans intégrer le patient, ce serait inconcevable. Par exemple, aujourd'hui, sur les programmes d'éducation thérapeutique du patient, on a les programmes d'ETP. Tu sais, quand un enfant il est sous anticoagulant, par exemple, il va participer à une journée où on va lui expliquer comment il va pouvoir gérer son traitement anticoagulant. Et donc, il y a des programmes de TP qui se montent en France pour que les professionnels puissent accueillir ces enfants et les accompagner dans leur autonomie sur leur traitement médicamenteux. Et bien aujourd'hui, au CHU de Nantes, par exemple, ce programme de TP, il a été co-construit avec des cardiopédiatres, avec des paramédicaux, des infirmières et d'autres, mais aussi avec des parents d'enfants concernés qui ont construit ensemble le programme de TP. Et c'est en ça que je dis c'est un vrai terrain de jeu, c'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment co-construire dans la santé, et moi je trouve ça génial qu'on arrive à faire ça, on va co-construire pour être au plus proche des réalités de chacun, des réalités des professionnels de santé qui ont des messages à faire passer obligatoires pour s'assurer de la bonne santé du patient, mais aussi que ça corresponde à la vraie vie du patient, à son quotidien. Tu vois, pas juste attention, il faut faire ci, il faut faire ça, mais aussi le patient, il a des attentes lors de ces journées d'éducation thérapeutique du patient. Donc s'assurer que tout ça, ça matche bien et qu'on arrive à créer quelque chose qui soit complet. Mhm. Donc je pense que c'est la spécificité du secteur de la santé. Et puis après, il faut mesurer aussi qu'on est dans la santé dans un secteur aujourd'hui, 2025-2026, qui est assez complexe, qui est en pénurie de professionnels de santé, notamment de paramédicaux, et puis médecins, hein. Et donc, il faut composer avec ça. Et ça, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Nous, on travaille beaucoup avec les professionnels de santé, mais quand on leur demande de travailler sur nos outils d'information, ils le font en plus Mhm. de l'activité professionnelle qu'ils ont déjà. Donc, il y a des fois où ben, on est obligé, enfin, voilà, le projet, il est en attente parce qu'on n'a pas la réponse de tel cardio qui ne nous a pas donné son retour, parce que, bah oui, il a plein de patients à voir et qu'on comprend parfaitement que on n'est pas prioritaire systématiquement. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est un peu ce qui est spécifique au secteur de la santé. Après, il y a des spécificités parce qu'il y a des agréments spécifiques. Tu vois, nous, on a un agrément du ministère de la Santé
Donc, on peut avoir des représentants des usagers dans certaines instances, tu vois, dans des structures hospitalières. Donc, c'est un peu un garde-fou aussi. Ça nous donne une ligne de conduite sur ce qu'on peut faire dans la santé, tu vois. Mm. Oui, oui. Il y a ce souci d'être à l'écoute du patient, de croiser avec les professionnels de santé et aussi de faire attention, tu l'as dit, à l'humain chez vous. Voilà, de Mm. former, de pouvoir écouter. Donc, oui, oui, c'est vraiment, j'allais dire un écosystème, mais quand on touche l'humain, on touche la fragilité aussi de chaque personne et il faut bien prendre tout ça en compte. Oui, oui. Et tu as dit une phrase tout à l'heure en disant c'est vraiment un terrain de jeu et on parlait en fait de tes compétences de la vie d'avant. Est-ce que tu nous as dit, en fait, ça je ne le savais pas, que tu as fait des études de théâtre. Et quand je Oui. t'entends parler, tu vois, tu utilises tes mains pour parler des différents intervenants. Est-ce que ça joue aussi dans ta façon d'appréhender tout cet environnement avec lequel tu, tu joues? C'est pas le bon terme, mais dans lequel tu évolues. Alors, tu peux utiliser je joue dans le sens plaisir, tu Mhm. vois. Évidemment, je joue pas, c'est-à-dire que je ne prends pas des risques Oui, oui, inconsidérés ou oui. on pourrait jouer à des cartes. Mais oui, je pense qu'en tout cas, ma formation initiale de théâtre, moi, j'ai fait beaucoup je suis passionnée de spectacle vivant. Et donc, en tout cas, ça me permet aujourd'hui de pouvoir faire passer des messages de façon plus efficace. Tu vois, parler dans un podcast, ça me pose pas, tu vois, c'est très libéré, ma façon, je suis très à l'aise et j'ai pas de difficulté pour ça. Intervenir sur un congrès devant 300 médecins, ça me dérange pas. Tu vois, par exemple, si je reviens sur le sujet des troubles du neurodéveloppement, on a participé à un congrès, on nous a invités, Petit Cœur de Beurre, à intervenir sur un congrès, je ne sais plus quelle était la date, mais c'était au tout début des sujets des troubles du neurodéveloppement, ça devait être 2018. Et j'ai dit à des médecins, si vous n'en parlez pas, c'est nous qui allons en parler. Et je leur ai dit, attention, quand vous ne nous parlez pas de ça, vous nous mentez. Tu vois, j'ai eu des mots très durs. Et en fait, c'est un peu aussi grâce à ma capacité à pouvoir prendre la parole en public que je peux avoir ces mots durs. Et derrière, les médecins ils m'ont dit, dis donc, Gaëlle, vous n'avez pas l'habitude d'être aussi... D'habitude, vous êtes plus sympa. Là, vous nous avez un peu secoué. Oui, mais il faut savoir faire C'est passer les nécessaire. messages Mm. au bon moment. Et c'est vrai que ma formation initiale de spectacle vivant permet ça aussi à l'association. J'ai certaines collègues qui sont un peu moins à l'aise dans la prise de parole en public et qui vont prendre plus de temps pour préparer une intervention. Et puis, effectivement, moi, j'adore faire ça, j'adore être en interaction, j'adore... Alors, tu sais, j'ai fait des études de théâtre et j'ai fait des... Après, j'ai travaillé dans l'éducation nationale, dans l'univers de la formation. Mon poste dans la communication, c'était dans l'univers de la formation. Et Mhm. donc, j'ai toujours adoré échanger, transmettre. euh, et je pense que ça, c'est riche dans les deux sens. Donc, ça m'aide aussi dans l'association, c'est-à-dire que on se transmet mutuellement. Tu vois, quand on fait, par exemple, des conférences, on fait des conférences au sein de l'association un samedi matin à peu près tous les 3 mois sur des thématiques différentes. Et dans ces conférences, on fait intervenir un professionnel de santé et un patient et un parent pour avoir les D'accord. trois points de vue, tu vois, des regards croisés. Et le professionnel de santé intervient toujours au début, et ensuite le parent, le patient. Et souvent, quand on raccroche à la fin de la conférence en ligne, le médecin me dit, oh là, j'ai appris plein de trucs. Et tu vois, en fait, c'est pas le médecin avant, c'était le sachant qui allait donner Mhm. des informations. Et en fait, maintenant, le soignant, grâce à ce qu'on fait au sein de l'association, le soignant nous dit souvent, ah, grâce à vous, j'ai appris encore plein de trucs sur nos patients. Donc, c'est pas descendant, tu vois, Mhm. c'est pas unilatéral, c'est vraiment, c'est ça dans l'association, c'est vraiment de se dire, OK, on co-construit ensemble, on est vraiment dans le partage, dans le savoir académique, mais aussi dans le savoir expérientiel qui va nourrir et qui va permettre les parcours de soins un peu plus optimisés, de favoriser les parcours de soins. Oui, oui, oui. Chacun apprend de l'autre et comme tu dis, c'est plus descendant et c'est ça qui est riche aussi dans votre mission. Oui,
Et c'est ce qui fait, je pense, qu'on réussit. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre les contraintes de chacun. Et c'est d'ailleurs un des écueils dans lequel il ne faudrait pas qu'on tombe, c'est-à-dire d'oublier d'écouter le terrain des uns et des autres. Tu vois? Mm. Et, et, et par rapport à tout ça, euh, là, tu viens de nous donner un extrait de ton expérience, voilà, à la tête de cette association-là. Euh, Chacun fera le résumé qui va résonner le plus en lui, et j'en suis certaine. Si, en fait, euh, des personnes qui nous écoutent se posaient la question de se diriger vers la direction, eux aussi, d'une association dans le domaine de la santé et d'en vivre, tu leur donnerais quoi comme conseil vraiment terrain? Je leur dirais déjà, sans rentrer dans le terrain, de se dire que l'engagement, c'est pas juste une conviction, c'est un moteur, mais ça nécessite vraiment de la rigueur de gestion, donc de la stratégie, du budget, des sujets de gouvernance, mesurer l'impact, tout ça. Et de façon très concrète, je dirais de se former, ça c'est sûr, d'avoir un projet très construit, d'avoir un réseau solide, que ce soit un réseau de bénévoles, un réseau de salariés pour grandir, un réseau de partenaires solide, de discuter avec des personnes qui ont fait ce choix-là. Moi, avant même de créer l'association, j'ai contacté SOS Prima, qui était sur le public des enfants vulnérables, et j'ai discuté avec la directrice de l'association, Charlotte Bouvard, pour lui demander comment elle avait créé l'association, quels étaient les écueils dans lesquels il fallait pas tomber ou autre, donc d'échanger avec des personnes concernées, euh, de diversifier ses sources de financement, ce dont on a parlé tout à l'heure, euh, et de savoir que ça va être un choix de vie plus qu'un choix professionnel, je pense. Tu vois, quand on est dans le secteur associatif, en tout cas, moi aujourd'hui, c'est mon côté, enfin, ma vie, c'est Petit Cœur de Beurre, c'est pas juste un emploi, dans l'associatif, on travaille beaucoup le soir parce que les bénévoles ils sont dispo le soir, on travaille beaucoup le week-end parce que les événements c'est le week-end. Donc après, on rattrape, hein, le mardi matin, je vais aller faire mes courses parce que j'ai pas pu le faire le samedi, par exemple, hein, Oui, mais de bien mesurer que c'est un choix, non pas seulement professionnel, mais c'est un vrai choix de vie. Mais que la conviction ne suffit pas. Il faut avoir il faut vraiment monter en compétence sur ces sujets-là et bien s'entourer. oui, Parce que c'est une et communauté, l'association. Ça peut pas être juste un dirigeant, quelqu'un qui devient directeur général. voilà. L'associatif, c'est le pouvoir du collectif. Donc c'est vraiment le collectif. Et le collectif, il faut l'animer. Il faut l'embarquer parce que c'est comme ça qu'on grandit. Ça ne peut pas reposer que sur une personne qui est directeur général. Et là, en fait, alors oui, on vient de parler du professionnel, on a parlé des compétences, des financements, on a parlé voilà des choses de, de la vie, et tu vois, tranquillement mais sûrement, tu m'orientes vers l'humain. Tu nous as, au fur et à mesure de ces trois podcasts, on sent ton énergie. Et toi, Gaëlle, cette énergie-là, comment tu fais pour la garder et également garder ton, on va dire, ton équilibre émotionnel parce que c'est quand même un domaine hyper sensible. Je t'avoue que les premières années, je ne l'ai pas bien fait. Je ne l'ai pas bien fait parce que, déjà parce qu'on n'était pas nombreux, hein, on était juste, enfin, en termes de salariés, il y avait Marie, notre directrice d'opération, et moi-même. Donc Marie était à Toulouse et moi j'étais à Paris. Et du coup, bah, tu vois, quand il y avait des événements le week-end, c'était toujours moi qui allais. Et un jour, mes enfants, on était au mois d'octobre ou novembre, et mes enfants me disent, bah, de toute façon, depuis la rentrée des classes, tu n'as été là qu'un week-end. Je leur dis, non, vous déconnez, c'est pas vrai. Et puis je regarde mon agenda et je me dis, ah oui, effectivement, depuis 2 mois, j'ai pas été là. Mais parce que tu es porté.
il y a des gens qui se mobilisent pour l'association, que tu peux pas leur dire non, je suis désolée, je viendrai pas, alors que eux, ça fait un an qu'ils préparent leur événement et que donc je t'avoue qu'au début, je me suis plantée, enfin je me suis plantée. J'ai beaucoup donné et maintenant j'essaye de mieux équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle en termes de temps, hein. Là, on se Mm. parle vraiment de la partie temps de travail et organisation du temps de travail. Et puis après, je dirais que spécifiquement au secteur de la santé, sur l'aspect émotionnel dont tu parlais, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître et savoir connaître ses limites. Tu vois, ça, on travaille, là, il y a 1 ou 2 ans, on a travaillé avec les psychologues de Cardiogène sur une formation Mhm. pour apprendre à connaître ses propres limites. Et ça m'a aidé en fait à mesurer qu'aujourd'hui, après 11 ans d'activité dans l'association, je ne veux plus faire, parce que je ne peux plus faire, parce que je me connais, d'accompagnement et d'écoute. Mm. Une maman qui va me contacter, enfin qui va nous contacter et qui veut échanger avec une autre maman avec un parcours similaire, ce n'est pas moi. De toute façon, en règle générale, c'est nos bénévoles qui font de la pérédance. Mais moi, je ne souhaite plus le faire. Parce que, aujourd'hui, hein, Oui, peut-être que ça oui. viendra dans un an, mais parce que j'ai vécu des épisodes là dernièrement dans ma vie personnelle qui m'ont fragilisée et qui font que je ne me sens pas capable d'être dans l'écoute pour réaliser une écoute bienveillante et totale auprès des bénéficiaires. Donc je sais que je ne peux pas le faire, mais c'est pas grave, cette bénéficiaire-là, elle va être prise en charge par une bénévole. En tout cas, moi, je me connais, je sais qu'il ne faut pas que je le fasse, tu vois. Donc de se connaître. Je pense que c'est hyper important de se connaître et de connaître ses limites sur la partie émotionnelle. Oui, oui, oui. Et, euh, et par rapport à l'énergie, en fait, tu nous l'as montré, surtout quand tu as parlé du salaire, par rapport au sens qu'il y avait à la mission et à cette flamme, en fait, voilà, qui t'amène, qui t'emmène, toujours et encore. Et tu sais ce qui nous pousse, et j'encourage toutes les personnes qui font appel à des associations et que l'association leur a apporté un petit plus, partagez-le ce petit plus. Parce que nous, quand on reçoit des messages, mais même pas un tout petit message, quand on reçoit des messages de qu'est-ce qu'on a apporté aux bénéficiaires sans qu'on leur demande, parce que des fois on les interroge, on leur dit voilà, est-ce que vous avez trouvé ça bien, ok. Mais quand spontanément ils nous contactent pour envoyer un petit mail pour nous dire ah, je voulais vous remercier parce que il y a un bénévole qui est passé à l'hôpital cette semaine, on a reçu un petit doudou, on était hyper content de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et ça, ces messages-là, ça nous, voilà, on est reparti quoi. Tu vois, là, j'ai eu, tu sais, sur le sujet des montres connectées, Mhm. on a parlé tout à l'heure, on a du mal à évaluer l'impact parce que il y a un questionnaire de satisfaction qui est donné quand le patient rend la montre au professionnel de santé. Il a la possibilité de répondre à un questionnaire de satisfaction, mais il ne le fait pas. Globalement, on a du mal on en a un, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, on a du mal à mesurer l'impact de ce projet des montres connectées aujourd'hui. Euh, mais on a eu dernièrement une femme qui nous a contacté, qui s'appelle Catherine, et qui nous a contacté et qui nous a dit merci parce que grâce à cette montre, mon cardiologue a pu identifier une problématique de trouble du rythme que j'avais. Et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai eu je sais, je pourrais pas dire dans le détail, mais aujourd'hui, grâce à ça, sa vie a changé puisque ça y est, on a trouvé la problématique qu'elle avait. Ah, tu vois, là, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse avoir de se dire, OK, notre impact, il est vraiment impactant. Mhm. Enfin, sur la vie quotidienne. Cette patiente, ça lui a changé son quotidien. Donc ça, des messages comme ça, c'est ce qui nous parle. Oui, oui, je l'entends. Et c'est sûr que l'association, en fait, a une vie maintenant longue, mais sur toutes ces années, est-ce qu'il y a des choses euh, qui te reviennent en mémoire et où il y a, je dirais, de la fierté par rapport à l'impact qu'il y a eu? Oui, alors bah, là, ces petits messages du quotidien, de se dire, OK, on sert à quelque chose, évidemment, c'est le cœur de notre mission. Mais après, sur la fierté à proprement parler de ce que
moi, en tant que voilà, juste Gaëlle et comment j'ai pu apporter ma petite pierre à l'édifice, c'était vraiment sur le sujet des troubles du neurodéveloppement. Mhm. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je pense que si je n'étais pas devenue salariée, je ne sais pas où on en serait sur les troubles du neurodéveloppement aujourd'hui en 2026. Mais je pense que, en tout cas, on a réussi parce qu'on a fait preuve de pugnacité, à, à harceler les réseaux de suivi des enfants vulnérables en France pour leur dire il faut que vous incluiez nos patients avec cardiopathie congénitale et on va vous aider à le faire. Comment on va le faire? On va travailler avec les cardiopédiatres ensemble. Et par exemple, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, tu vois, à Lyon, ça fonctionne aujourd'hui. Et quand je les ai appelés en 2019, ils étaient là, ah là là, oui, bon, on va vous mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion parce que vous nous harcelez au téléphone, quoi, hein. Et si je l'avais pas fait, si j'avais pas pris mon téléphone, ton petit bâton de pèlerin pour vraiment harceler les gens, pour faire en sorte que oui, ça avance, et ben aujourd'hui, on aurait des enfants qui seraient toujours pas pris en charge. Mhm. Et donc là, je vois l'impact très concret. Et j'en suis, oui, j'en suis personnellement très fière parce que je pense qu'on a réussi à faire un beau boulot et c'est pas terminé. Et ce sera jamais gagné parce qu'il faut toujours faire vivre les projets et s'assurer que ça continue, là, dans le cadre de ce projet-là très spécifiquement, que les professionnels continuent d'inclure dans ces réseaux de suivi des enfants vulnérables. Euh, mais ouais, j'en suis fière parce que c'est le quotidien de ces enfants qui est changé grâce à Petit Cœur de Beurre. Oui. On gagne des années sur la prise en charge, quoi. Plutôt que d'attendre de voir qu'il y a un vrai problème, au moins là, aujourd'hui, on fait des rendez-vous réguliers avec des pédiatres qui sont formés pour détecter les éventuels troubles du neurodéveloppement. Et donc, dès qu'il y a une suspicion, il y a une prise en charge. Et plus on prend tôt, hein, ça c'est vraiment le principe des 1000 premiers jours, plus on prend tôt les choses, plus c'est facile de faire cette remédiation et de réguler, de récupérer un peu l'écart. Oui, oui, oui. Oui, oui, la prise en charge le plus tôt possible, quand c'est Précoce, malléable. Euh, et, effectivement. euh, et donc, on arrive doucement à la fin de cette interview. Comment tu vois, comment vous voyez l'évolution de Petit Cœur de Beurre dans les prochaines années? Alors, enfin, tu vois, 2026, très concrètement, c'est une année qui est tournée vers l'adulte, Mhm, puisque tu sais, on a été créés, bah, nous, par des parents, hein. Moi, mon mari et moi, on était des parents d'enfants concernés, d'un enfant concerné. Et donc, on a, au démarrage de l'association, beaucoup été dans le pédiatrique, puisqu'en plus, c'est une malformation congénitale dès la naissance. Donc, assez spontanément, on a beaucoup travaillé sur le sujet de la pédiatrie au début de l'association. Et depuis 2 ans, et là, avec une montée en puissance en 2026, on travaille sur des sujets vraiment dédiés aux adultes pour proposer des actions aux adultes qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on fait en pédiatrie. Donc c'est une année 2026 résolument tournée vers l'adulte et tournée aussi en dehors de l'hôpital, puisqu'on est beaucoup dans les structures hospitalières, on a des conventions de partenariat avec les structures hospitalières, mais en fait nos patients ils sont pas toujours à l'hôpital, et ils ont besoin aussi de pair aidance, de rencontres, d'échanges en dehors de l'hôpital, à l'école, avec des sujets autour de l'éducation nationale par exemple. Donc ça c'est vraiment très court terme, hein, adulte et hors de l'hôpital. Et puis après, je pense que sur les années à venir, il va y avoir aussi le sujet des seniors, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on vit de mieux en mieux et de plus en plus tard, hein, avec une cardiopathie congénitale, avec des problématiques qui sont différentes quand on arrive au sujet des seniors. mhm. Donc, il va y avoir ce sujet-là dont il va falloir vraiment qu'on s'empare. Et puis après, je pense qu'il faudra toujours être à l'écoute des professionnels de santé et du terrain. Donc, il y aura toujours une part de. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire quels seront les sujets de demain. Oui, ça va Parce que, arriver. exactement. Donc, ça, je laisse toujours une part d'imprévu en me disant, OK, il y aura sûrement des sujets qui vont arriver. Après, avec toujours comme mot d'ordre pour nous d'améliorer la qualité de vie des patients. Mhm, Voilà, c'est vraiment notre ADN et notre mission première, c'est ça. Et donc de pérenniser nos actions, de s'assurer qu'elles vont bien, de bien travailler oui, la pérennisation des actions, l'impact, s'assurer que les projets ont un vrai impact, parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait les arrêter. Aujourd'hui, on n'a pas eu le cas, mais on n'est pas à l'abri que demain, on monte un projet et qu'on se dise bah, finalement, c'est pas très impactant.
auquel cas bah, il faudra l'arrêter. Voilà, toujours pour mieux grandir pour l'association. Oui. Et là, si, puisqu'on est dans le cadre du podcaston, comment les auditeurs peuvent soutenir Petit Cœur de Beurre? Alors, quand on pense à l'association, évidemment, on se dit, oh là là, mon porte-monnaie, au secours. Donc oui, il y a toujours la partie don financier, parce que, on a toujours besoin d'argent pour financer des projets, hein. Mais pas que. On a besoin de bénévoles. Donc, si vous avez du temps à accorder, ça c'est précieux, parce que sans bénévoles, une association, elle ne peut pas agir efficacement. On a besoin de bénévoles et ou de mécénat de compétences. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une salariée de BNP Paribas, par exemple, qui est en mécénat de compétences chez nous pendant 3 ans. Donc ça, c'est vraiment super parce que c'est des dispositifs dans les entreprises. Donc peut-être que les entreprises dans lesquelles les auditeurs travaillent font ce type d'activité-là, de mécénat de compétences, de mise à disposition d'un salarié, soit sur, là c'est très exceptionnel, hein, sur une si longue durée, mais ça peut être Mhm. sur 2 mois. Donc ça, c'est aussi important, mais c'est la compétence. Et puis tout simplement parler de l'association. Quand on voit s'abonner à nos réseaux sociaux, ça permet de republier aussi. On a des messages qui sont forts tout au long de l'année. On a le 14 février qui vient de passer là, du coup, qui est notre nationale de cardiopathie congénitale. Après, on a le 29 septembre, qui est la journée mondiale du cœur. Mhm. Au mois de septembre, chaque année, on fait la course des petits cœurs, qui est une course qui fonctionne hyper bien et on peut, bah, on achète son dossard 10 euros et puis on peut imprimer son dossard et on va aller marcher, courir en famille. On peut se relier à une association pour organiser une course dans son village et faire connaître la cause. On peut aussi parler de petits cœurs de beurre à l'école parce qu'on peut intervenir dans les écoles. On a des programmes pour intervenir dans les écoles. Donc, on peut aussi faire voyager. Par exemple, on a une exposition photo, Ma cicatrice, mon hymne à la vie. Donc, si vous connaissez des médiathèques, des lieux qui peuvent accueillir cette exposition photo, ça permet de faire parler de la cause. Donc, si vous connaissez des lieux, nous mettre en relation avec des lieux qui peuvent accueillir cette expo. Enfin, en fait, il n'y a pas toujours besoin que d'argent. Mhm. On fait beaucoup de choses avec des dons produits aussi. On a par exemple, si vous connaissez des structures des structures qui créent des jeux de société par exemple et qui ont des invendus, et ben ça c'est des choses qu'on peut récupérer tant que c'est neuf euh, pour pouvoir les redistribuer dans des structures hospitalières ou autres. Voilà, la mise en relation, c'est essentiel. Ben, écoute, j'espère que le message est bien passé. Je remettrai par écrit, voilà, les différentes pistes pour que ça rentre. Voilà, Mm. pédagogie, l'art de la répétition. Donc voilà. Et là, vraiment, de façon focus, ma dernière question, ce serait, est-ce que tu as un appel particulier à lancer pour ce podcast? Engagez-vous, qui disait? Parce que là, on est sur l'engagement. Non, mais sur la thématique bien particulière, je dirais que l'univers associatif est fabuleux euh, et que si jamais il y a des auditeurs qui veulent se lancer, tu parlais tout à l'heure de 2 personnes dans ton réseau qui se Oui. posent des questions. Moi, enfin, on m'a aidé moi au début. J'ai fait appel à d'autres structures qui m'ont donné 2, 3 conseils, 2, 3 pistes. Bah, qu'ils n'hésitent pas à me contacter parce que bah, c'est comme ça qu'on avance et je pense qu'il faut être solidaire parce que plus on est nombreux et plus on avance plus loin, c'est un peu l'adage. Donc voilà, et puis voilà, l'univers associatif est plein de surprises, mais il reste exigeant. Nous, c'est une de nos valeurs, c'est l'exigence envers soi et envers notre activité et de ne pas considérer que l'univers associatif, c'est juste, oh, bah, c'est une association, ça va. Non, c'est un univers qui est très exigeant et qui est très réglementé. Donc, s'assurer que si on veut s'engager en créant une association dans laquelle on va pouvoir potentiellement demain devenir salarié, de bien mesurer tout le contexte dans lequel on s'engage, parce que c'est un contexte qui n'est pas, qui est très, très réglementé. Mhm. Et Donc, mm. écoute, Gaëlle, merci beaucoup une fois de plus pour tous ces partages, pour
nous avoir montré quand même l'envers du décor. Je me suis dit, je tente ces questions-là, on verra bien. Donc voilà, merci beaucoup pour ta transparence et puis pour voilà ton énergie communicative. Donc c'est super. J'espère que voilà ce podcaston ainsi que je referai passer les autres épisodes donc pour vraiment enfoncer le clou de voilà, engagez-vous. Merci beaucoup, Catherine, parce que c'est la troisième fois que voilà, tu as un partenaire. Et ça, bah, tu vois, quand on parlait de pluriannualité, bah, finalement, toi, tu y es. Tout à Toi, fait. quand on parlait de pluriannualité, bah, voilà, toi, tu y es. C'est tous les ans, tu mets Petit Cœur de Beurre à l'honneur. Et merci pour cette récurrence, parce que c'est ce qui fait qu'on peut aussi gagner en visibilité et peut-être demain financer des fauteuils lits accompagnants sur l'hôpital en question, puisque tu vas peut-être faire appel à ton réseau, si j'ai bien Mais compris, tout à fait, oui. et nous apporter une visibilité. Et merci pour ton engagement. Et puis, on reste en contact. L'année prochaine, ce sera encore une nouvelle thématique. Mais tout à fait. J'en ai plein dans ma manche. Ça compte sur moi. Ne doute pas. À bientôt, Gaëlle. Bonne Merci, journée. Catherine. Avant de partir, sachez que j'ai créé juste pour vous un quiz de 3 minutes pour savoir si c'est le bon moment pour vous pour un bilan de compétences. Le lien est en description du podcast et je vous ai réservé un cadeau à la clé. Mais je ne vous en dis pas plus. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.